Je vous rappelle que l'invité de Nonobstant aujourd'hui sur France Inter est Caroline Fourest. Alors je vous ai raconté votre arrivée à Durban, à ce forum antiraciste, et vous voyez finalement des gens qui sont en gros entre... alors il n'y a pas que ça, hein, mais qui sont aussi entre Mein Kampf Les protocoles des sages de et le Sion. protocole des sages Ce qui n'est de pas Sion. tout à fait la littérature qu'on s'attend à trouver dans une conférence antiraciste. C'est surtout ce décalage-là qui est étonnant. C'est que moi, je rencontre des gens qui, pour la première fois de leur vie, sont victimes d'antisémitisme alors qu'ils venaient en tant que militants antiracistes. Oui. Donc c'est vrai que c'est une semaine avant le 11 septembre, on sent un climat. Et c'est l'avantage des conférences internationales de l'ONU, c'est que vous voyez converger des gens des quatre coins du monde, donc vous avez une photographie instantanée de ce qui va mal. Et en plus, c'est des leaders d'opinion, c'est des militants, donc vous avez même une photo un peu accélérée par rapport à ce qui va se passer. Et là, on voit vraiment des zones de confusion où le conflit israélo-palestinien semble justifier des dérapages, y compris pro-intégristes, qui n'étaient pas aussi autorisés avant. Et quand on rentre, avec un certain nombre, des gens comme Fodessila et d'autres, on rentre, on est atterré. On se dit, mais il va falloir mener un vrai travail de clarification au sein de la gauche antiraciste. Et là, arrive le 11 septembre. Et ça ne s'arrange pas. On pourrait se dire, tiens, là, ça va quand même Allez, clarifier deux, trois choses. Oui. Voilà. On s'est dit ça. Et pas du tout. Puis en plus, moi, je me souviens J'étais invitée à Radio J le jour du 11 septembre et il y a un auditeur qui a appelé pour dire « mais de toute façon, les musulmans, ils sont comme ça, ils ont ça dans le sang, on ne peut pas les empêcher ». Donc moi, je suis sortie de la radio, c'est pas pour vous dire que je suis tout le temps déprimée, mais alors là, vraiment pour le coup, entre Durban et cet auditeur, avec Fiametta Wener, on était toutes les deux, on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on peut proposer ?» dans un monde où on ne peut plus manifester sans avoir soit des slogans antisémites, soit des slogans anti-musulmans. Qu'est-ce qu'on a apporté là-dedans, nous qui sommes spécialistes de l'intégrisme catholique et protestant? Je venais de sortir un livre sur la droite religieuse américaine et George Bush. Donc, on a passé quelques jours, pas beaucoup sortir de l'appartement. Et puis, on s'est dit, il faut rappeler à tous que d'abord, l'islam n'a pas le monopole du fanatisme. Et en même temps, il faut expliquer pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant que l'islamisme ne pose pas un problème particulier et n'est pas virulent. Et ça a été tir croisé qui comparait les intégrismes juifs, chrétiens et musulmans sur la question des femmes, de la sexualité, mais aussi du recours à la violence, et qui proposait déjà ce chemin à la fois antiraciste et anti-intégriste. Alors, je précise que dans ce livre, vous montrez très bien que sur un certain nombre de domaines, par exemple, relatifs à l'émancipation de la femme, au sexisme, la Bible et les textes chrétiens peuvent être même plus rétrogrades que le Coran ou certains des engagements. Voilà. Mais, vous dites, en ce moment, il y a quand même un problème spécifique dans nos sociétés qui est lié à l'islamisme radical et à la vision qu'ils ont de la femme. Et c'est le combat du moment. C'est ça l'idée ? Oui, parce que... encore une fois, en tant qu'intégrisme, les trois se valent. Une fois, puisque l'intégrisme, soyons clairs, c'est l'instrumentalisation politique du religieux à des fins liberticides. Donc dans ce domaine-là, vous pouvez trouver des intégristes juifs, catholiques et musulmans qui se valent totalement. La différence avec l'islamisme, donc l'intégrisme musulman, c'est qu'au niveau international se déploie aujourd'hui un agenda qui est un agenda à tendance totalitaire. Et donc là, ça pose l'urgence d'une résistance internationale antitotalitaire qui est plus urgente que face aux autres. Sauf que dans votre famille politique, il y a des gens qui pensent que ce sont des compagnons de route, que donc vous êtes obligé, vous, de vous fâcher, de vivre des choses brutales, là, pour le coup aussi, et que arrive ce fameux mot d'islamophobie qui fait son apparition dans la société française, une catastrophe, qui culpabilise tout le monde et qui, en gros, consiste à dire que dès qu'on pose des questions relatives à l'extrémisme islamiste, on est des racistes et, pour dire les choses simplement, des anti-arabes, en fait. Islamophobie, c'est vraiment, et dès 2003, on l'a identifié avec Fiametta Wener, c'est le mot piège par excellence, puisque au milieu de tout ça, comme ce mot confond, par sa sémantique même, la critique de l'islam, y compris la critique de l'islam d'un point de vue féministe et laïque, ou même anti-religieux, avec une forme de racisme envers les musulmans, dès que vous vous mettez à critiquer la religion musulmane ou même l'intégrisme musulman, vous passez pour un raciste. Donc c'est terminé. Donc en fait, on vous demande de rester critique envers l'intégrisme catholique, mais surtout que envers l'intégrisme catholique. Et ce mot-là a mis dedans, mais vraiment, a semé la confusion auprès d'un nombre impressionnant d'organisations antiracistes. Les dirigeants du MRAP passent à base. Par exemple, pas les militants d'origine algérienne du MRAP, qui ont tout à fait compris le problème est très vite. Ça voulait dire, oui. Parce qu'eux, ils l'ont subi, l'intégrisme musulman, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais aussi la direction actuelle de la Ligue des droits de l'homme, qui est toujours en train d'essayer de se clarifier les idées, mais ça avance pas très vite. Et c'est un mot qui aujourd'hui est utilisé dans les rapports de l'ONU, notamment par le rapporteur contre le racisme, qui s'était déjà illustré à Durban et qui est maintenant pressenti pour être peut-être le nouveau commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, ce qui serait une pure catastrophe, vu qu'il a été nommé là par les pays de l'Organisation Conférence islamique
pour pointer dans ses rapports du doigt tous les laïcs et tous les féministes comme étant des racistes. Il s'appelle comment ce monsieur ? Monsieur Doudou Dienne, qui, rapport après rapport, a fait évoluer la notion de racisme vers la notion de diffamation envers les religions. Et donc, il pointe du doigt tous ceux qui diffament les religions, c'est-à-dire que Charlie Hebdo, l'affaire des caricatures, font la une et sont plutôt les cibles privilégiées des rapports de l'ONU, mais pendant ce temps, le sort des femmes ou des minorités religieuses, par exemple les chrétiens en Irak, ça, vous n'avez pas une ligne. Ce qui se passe au Darfour, c'est pas très important. Même ce qui se passe en Tchétchénie, là, c'est des musulmans qui se font massacrer. Pas une ligne non plus, parce que ça pourrait fâcher la Russie. Donc tout ce qui pourrait fâcher la Russie, la Chine et les pays de l'Organisation de la Conférence islamique, qui sont aujourd'hui totalement majoritaires au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pas une ligne. Résultat, il n'y a que les Européens laïcs et féministes qui sont les principaux pourvoyeurs de haine pour l'ONU. Je vais faire une impasse sur le 21 avril 2002 pour parler de novembre 2005. Vous aviez trouvé une formule très intéressante, c'est plus qu'une formule, une expression pour rendre compte de ces émeutes. Alors ça a fait l'objet là aussi d'un livre, Le choc des préjugés, paru chez Calman Levy. Vous dites beaucoup de choses très importantes et en le présentant à l'époque, vous disiez, écoutez, faut peut-être qu'on comprenne qu'en ce moment, il y a des gens qui se vivent comme des Français de deuxième classe et qui préféreront du coup, et je les comprends très bien, devenir des musulmans en première classe. Vous parliez des gamins. Mais si aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il y a des jeunes qui se définissent plus comme musulmans que comme Français d'origine arabe, ce qu'ils pouvaient dire il y a encore quelques années, c'est parce qu'on a, et ça c'est la responsabilité des politiques et alors des élus locaux en priorité, complètement confessionnalisé la question sociale et la question de l'égalité. Et qu'à force d'envoyer comme médiateurs des leaders religieux à la place des travailleurs sociaux ou des médiateurs culturels, et à force aussi de laisser évidemment perdurer un certain nombre de préjugés, de discriminations qui en découlent, on a poussé les gens à se replier vers des identités confessionnelles. Et aujourd'hui, les identités confessionnelles, elles sont malheureusement particulièrement propices au radicalisme. Mais en fait, les deux dates sont liées. Le curé ou l'imam ou le pasteur ou le rabbin, ils peuvent pas régler quelques problèmes de voisinage. Oui, mais c'est pas aux politiques. Ça a toujours marché comme ça aussi. Oui, mais c'est pas aux politiques à l'encourager. Bien sûr, tant mieux si en plus de ce que essaient d'initier les politiques. Voilà, là je parle d'hommes de bonne volonté. Oui, complètement. Moi, je reste de très prosélytes dangereux. Je reste très admirative, par exemple, de ce qu'a fait la JAC ou la JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes dans ce pays, qui ont réussi à socialiser une partie de la jeunesse paysanne et ouvrière, à leur permettre de se saisir la citoyenneté. Mais quand on pense que des gens comme l'UOIF ou le collectif des musulmans de France ou les fidèles de Tariq Ramadan seraient l'équivalent musulman de la JOC ou de la JAC, on se trompe totalement. On n'est pas du tout en train de parler de la même chose. On n'est pas en train de parler de musulmans de gauche. On est en train de parler de musulmans ultra-réactionnaires, en liaison avec une internationale politique qui est la nébuleuse des frères musulmans, en termes en tout cas idéologiques et de référence, qui a des objectifs à l'opposé d'un objectif de simple citoyenneté. Alors bien sûr que le langage employé y ressemble parce qu'il s'agit d'abord de se saisir de la citoyenneté. Mais pour en faire quoi ? C'est la question que ceux qui aujourd'hui frayent avec ces réseaux-là ne se posent jamais. Si c'est pour faire reculer le pays vers plus de réactions religieuses, moi ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse surtout pas que les politiques les y encouragent. Au contraire, les élus locaux aujourd'hui doivent être des forces de résistance. Ils doivent encourager les travailleurs sociaux, les médiateurs culturels qui peuvent faire front pour empêcher que ces prédicateurs-là mettent la main sur les habitants des quartiers populaires, ce qui est en train de se passer.